Est-ce que tout le monde est bien installé? Vous avez trouvé ce qu'il vous fallait? Ok. Autre chose de crucial, j'ai eu un virus, alors je suis plus du tout susceptible d'être contagieux. Par contre, j'ai le post-virus, ce qui me laisse penser que c'était peut-être un Covid plutôt qu'un truc habituel. C'est-à-dire une espèce de cirage mental extrêmement désagréable. Donc si vous vous dites, par exemple, il a pris un coup de vieux, eh bien, je me rappelais pas qu'il était neuneux. Sachez que j'ai une excuse. Et que juger c'est mal. Alors j'espère que, mais généralement c'est ce que je dis toujours, je suis le seul à me rappeler de tout ce que j'ai dit au fil du temps. Donc à mes propres oreilles je me répète énormément, mais généralement ça va pour les autres. Je vais revenir sur deux ou trois points pour essayer de comprendre de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de cette bienveillance en fait. En revenant vraiment aux origines, en essayant de se rapprocher de ce qu'était la bienveillance dans la philosophie et la psychologie bouddhiste, parce que c'est de là qu'on l'a reçue. Donc, qu'est-ce que c'est que cette bienveillance? Littéralement, c'est simplement vouloir du bien à autrui et à soi-même. Donc, il y a cette qualité d'intention et parfois d'émotion qui nous porte à vouloir du bien. C'est pas tout à fait dans la même case que l'amour. Et c'est toujours bon, l'amour est aussi un mot énorme en langue française. Mais dans les premières traductions de l'anglais loving kindness, on avait amour bienveillant, qui était... il y avait notamment une méditation guidée de Bernard Giraudot avec sa belle voix suave qui parlait de l'amour bienveillant. Et je me suis toujours demandé si c'était juste de mettre le mot amour pour cet état ou pas. J'ai l'impression qu'on court le risque de se perdre un petit peu parce que c'est pas tout à fait ça, mais en même temps c'est ça. Pour se rapprocher de ce que c'est et de ce que ça n'est pas, je vous propose de fermer les yeux et de penser à quelqu'un à qui vous voulez sans aucune ambiguïté ni hésitation du bien. La personne à qui vraiment, facilement, spontanément, vous avez envie de souhaiter quelque chose de bon. Et en ayant cette personne à l'esprit, formulant une intention bienveillante, qu'est-ce que vous avez envie de lui souhaiter? Et quand vous lui avez souhaité cette intention bienveillante, en la laissant s'exprimer silencieusement, vous pouvez la prononcer encore une fois intérieurement et ensuite la laissant résonner, s'exprimer silencieusement, comme un ressenti, une expression sur le visage, une intention silencieuse. Et en ouvrant les yeux, qu'est-ce que c'est que cette intention bienveillante? Qu'est-ce que vous sentez ou qu'est-ce que vous observez? Ça ressemble à quoi pour vous? Pour qui est-ce que déjà c'est tendanciellement plaisant, agréable? Vous pouvez lever la main pour que je me fasse une idée. Pour qui c'est plutôt neutre? Personne pour qui ce serait franchement désagréable d'habitude. Et est-ce que quelqu'un pourrait décrire à quoi ça ressemble? Quel mot est-ce que vous pourriez utiliser pour décrire cette qualité-là d'esprit ou de cœur? Une intention. Une intention? Une intention. Donc tu sens quelque chose qui part vers l'avant. C'est ça un peu que tu... Ouais. Moi, ça me rend donc joyeux. Comme un sourire aussi. C'est ça. Ouais. D'autres choses.
Je sens une ouverture dans mon corps et une diffusion. Une diffusion. Autour de toi. Partant de toi. Alors, on a une idée du genre d'animal que c'est. C'est plutôt chaud, c'est plutôt cette idée d'ouverture, on est porté quelque part. Qu'est-ce que c'est pas? Dans la tradition philosophique bouddhiste, il parle, et je trouve que c'est très clarifiant, d'ennemis lointains et d'ennemis proches pour la bienveillance. Et l'ennemi lointain, c'est la malveillance, c'est la haine, c'est voilà, vouloir du mal à autrui, à quelque degré que ce soit, hein, c'est vraiment l'opposé de la bienveillance. Et puis, il y a l'ennemi proche, qui est l'état d'esprit avec lequel on pourrait la confondre. Et il parle sans surprise de l'amour avec attachement, ou de la bienveillance avec attachement. Qu'est-ce que c'est qu'avec attachement? C'est cette idée, je te veux du bien, ou je t'aime, si on veut revenir aux bases, parce que, si, quand. Et plus on est dans cette conditionnalité, plus on sera dans quelque chose de très bien aussi, mais qui n'est pas la bienveillance qu'on cultive dans la méditation de bienveillance. C'est-à-dire quelque chose qui est plus relationnel, où on veut du bien à cette personne parce que c'est notre enfant, notre ami, la personne qu'on aime. On veut du bien à cette personne quand elle se comporte d'une manière qui nous donne envie de lui vouloir du bien, mais pas forcément les autres moments. C'est toutes ces conditions qui vont déterminer si on peut éprouver cette intention et cette émotion-là. Alors, on va aller dans la direction d'une absence de conditionnalité. Donc, d'avoir cette bienveillance, cette chaleur, cet amour, en s'éloignant autant que possible des si, des parce que, des quand. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec des personnes très différentes, y compris avec des personnes difficiles dans la méditation de bienveillance. C'est pour vraiment en arriver à se vouloir du bien qui n'a pas besoin de conditions particulières pour se réaliser. C'est pas pour autant une émotion moins intense que l'amour ou l'attachement au sens relationnel. C'est juste qualitativement légèrement différent. C'est la même émotion de base, mais il y a un petit quelque chose en moins, un petit quelque chose en plus. Elle est plus universelle, elle n'est pas conditionnelle. C'est aussi pour ça qu'on la dirige vers soi-même et vers autrui, et qu'on ne fait pas de différence. On peut tout aussi bien se souhaiter du bien à soi-même qu'on peut, de la même manière, avec la même attitude, le souhaiter à quelqu'un d'autre. Et on le souhaite donc pas à soi-même, pas par égoïsme, mais parce qu'il n'y a pas de raison qu'on s'oublie, puisque c'est une bienveillance universelle, inconditionnelle, évidemment que nous aussi, on a le droit de la recevoir. On peut se l'envoyer à soi-même. J'aimerais rappeler que c'est parfois plus difficile, et vous pouvez fermer les yeux. Je ne me lasse pas de cet exercice. Imaginez qu'une personne que vous aimez beaucoup, on commence par imaginer que cette personne-là, une personne adulte qui peut avoir des responsabilités, pensez à une personne que vous aimez beaucoup. Quand vous avez une personne en tête, imaginez que cette personne a oublié un rendez-vous très important, par exemple, entretien d'embauche, comparution, rendez-vous médical qu'il faut 6 mois pour obtenir. Cette personne que vous aimez beaucoup a complètement oublié ce rendez-vous important. Elle vient de s'en rendre compte. Elle vous téléphone ou elle vous croise dans la rue. Elle est dans tous ses états. Elle vous dit ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous lui dites? Quels sont vos mots et quel est le ton de votre voix? Imaginons ce que vous allez lui dire.
Et maintenant, la même situation. C'est vous qui avez oublié ce rendez-vous très important. Qu'est-ce que vous vous dites? Quels sont les mots? Quel est le ton? Action. Ok. Question rhétorique. Qui a observé une différence? Généralement, en tout cas pour moi, c'est pas partageable. Hein. Ni les mots, ni le ton. C'est grossier. Donc, ça signifie qu'on a une certaine marge pour pouvoir s'adresser à la même qualité de bienveillance avec la même facilité qu'on le fait avec des personnes où il y a justement des si et des quand et des parce que qui nous conviennent mieux que pour nous-mêmes. Hein. C'est cette idée de travailler à une bienveillance inconditionnelle qu'on mérite nous aussi de recevoir. D'ailleurs, si on ne se la donne pas nous-mêmes, on harcèlera nos proches pendant toute notre vie pour qu'ils nous la donnent, donc autant prendre les choses en main et se l'accorder à soi-même. C'est un état qui n'est pas, et ça c'était un truc génial, quand je m'en suis rendu compte en fait, c'est un état qui n'est pas là en réaction à quelque chose. Donc on ne se met pas à ressentir cette bienveillance parce que quelqu'un nous l'inspire, ou parce que la journée nous l'inspire, ou parce que... On le fait volontairement. Et en fait, pour moi, c'était quand j'ai vraiment pris la mesure de ce que ça voulait dire, c'était assez révolutionnaire parce que ça voulait dire que je pouvais vraiment être ma propre flamme, avoir cette petite chaleur, cette petite bienveillance que je génère, que je fabrique, plutôt que d'attendre que quelqu'un, quelque part, me la fasse éprouver en fait. Et c'est assez génial. Si on prend la mesure de ce qu'on peut en faire, si on devient des ceintures noires de la bienveillance, ça veut vraiment dire qu'on peut générer de l'amour à volonté, en gros, pour soi, pour autrui. On verra tout à l'heure que les émotions suivent pas toujours, mais l'intention, on peut la poser. Dans les textes bouddhistes traditionnels, il y a une longue liste de bénéfices à la pratique de la bienveillance. Et je les aime bien, alors j'en mentionne quelques-uns. On s'endort plus facilement. Si on pratique la bienveillance, on se réveille plus facilement le matin. Et tout ça, c'est assez imaginable. S'endormir plus facilement, bien sûr, que si on baigne dans un amour inconditionnel, c'est plutôt favorable pour trouver le sommeil. Et puis le matin, on a peut-être envie de sortir de son lit si on est animé par cette intention bienveillante pour autrui. On est aimé des humains et des non-humains, comme c'est dit dans les textes. Donc, c'est ce petit équel qui va s'approcher de vous parce qu'il sent les buenas ondas qui se dégagent de votre personne. Ça ne veut pas dire que si les animaux ne s'approchent pas de vous, vous êtes corrompu et vous avez le cœur sec. Et enfin, c'est un bénéfice traditionnel de la bienveillance. On a bonne mine. Je peux imaginer aussi, si on pratique beaucoup ce genre de méditation-là. Et j'ai gardé les plus spectaculaires pour la fin. Le feu, le poison et les armes ne nous font pas de mal. Et avant d'imaginer une espèce d'armure de bienveillance qui renverrait, je le vois de façon très prosaïque, comme une personne extrêmement bienveillante, donc extrêmement gentille, n'a pas beaucoup d'ennemis. Donc en effet, elle échappe au feu, au poison et aux armes diverses et variées, mais peut-être pour une raison très simple, c'est que personne n'a envie de lui faire du mal. On peut pratiquer la bienveillance comme une méditation formelle, comme on va le faire, ou on peut la pratiquer de façon informelle, par exemple dans les supermarchés, comme j'aime bien le faire. Les supermarchés sont un grand... Enfin, j'y vais de moins en moins souvent, mais c'est un terrain d'entraînement pour la méditation que je trouve assez fantastique. D'y aller aux heures de pointe, vraiment, une demi-heure avant la fermeture, à Manor, un samedi, comme ça.
Alors, la première chose que je fais, c'est que je ralentis mon mouvement. Et c'est assez génial de réaliser qu'en fait, on peut être très calme dans un environnement qui a pété un câble. Et du coup, avoir conscience de chacun de ses pas, sans ralentir les gens, sinon on va se faire tuer. Et adresser de la bienveillance aux personnes autour de soi. Et en fait, c'est une façon d'occuper le temps dans un supermarché qui est extrêmement gratifiante, très égoïstement pour moi-même. Et j'adore faire ça. Évidemment, il ne faut pas se faire repérer par le Securitas, donc faut pas être... C'est une démarche intérieure. C'est pas des free hugs pour tous les clients. Mais c'est assez chouette et vous pourriez vous demander, vous pouvez brièvement fermer les yeux pour vous poser la question, est-ce qu'il y a une circonstance de votre vie où vous pourriez utiliser ça, genre dans le colloque, par exemple. Regardez les gens autour de vous dans ce colloque interminable où il y a les personnes qui attirent l'attention sur elles à chaque fois et qui font perdre du temps, qui sont en train de parler, d'adresser une petite phrase. Ça peut être d'adresser une phrase ou juste de sentir cette intention, je te souhaite du bien, et à toi aussi, et à toi aussi. Est-ce qu'il y a une circonstance, que ce soit le supermarché, le colloque, ou les transports en commun, ou quelque chose, vous avez l'impression que remplir le temps en faisant un petit peu de ça, ce serait pas mal? En ouvrant les yeux, est-ce que vous avez quelques idées à lâcher dans l'air? Conseil communal. Voilà, c'est indispensable. D'autres suggestions? C'est comme je suis dans le trafic. Oui. Et qu'il y a des pensées un peu opposées qui pourraient surgir, oui. Moi, je fais souvent aussi en conduisant acte de beaucoup de malveillance, avec une virgule, et puis après je me reprends. Je dis non, enfin je suis pas très sympa avec la personne, et puis après je dis non, je te souhaite du bonheur, que des bonnes choses, quoi. C'est bien. Donc je fais le passage, mais très souvent. Ça me fait du bien, ça m'amuse. Ouais. Puis ça me fait bien de passer à la bonté. Et ça remet un petit sourire, même si sur le moment, de nouveau, même si l'émotion ne suit pas, mais l'intention est là, et puis ça change déjà la dynamique. Mais honnêtement, d'abord malveillante, m'accueille, ça me fait du bien. Oui. Ouais. Mais le trafic, je fais pas du bruit. La circulation, c'est pas mal. Je passe beaucoup de temps dans le train et c'est très compliqué, les personnes qui passent leur coup de pied, tout ce qui se passe. C'est très très compliqué. Oui. Mon casque. Et la bienveillance, je coupe plutôt que... J'essaye la bienveillance, c'est compliqué. Et parfois, on peut trouver une formulation qui intègre la difficulté tout en évitant d'être passive-agressive, ce qui n'est pas simple. Mais je te souhaite de trouver moyen d'apprécier les trajets pour eux-mêmes. Plutôt que de téléphoner à toute ta famille. Voilà, c'est toujours, on est toujours, le passif-agressif est à côté de la bienveillance dans ces circonstances-là, mais c'est pas grave, on essaye, on expérimente. La bienveillance est un sillon qu'on creuse au fil du temps, au fil de la pratique. Et même quand on a l'impression qu'il se passe rien et qu'on le fait pas juste et que, en fait, ça vaut la peine de persévérer parce que sur la durée, notre cerveau change. C'est vraiment un sillon neuronal et à la fois, on sait de mieux en mieux ce que c'est que cet état d'esprit-là, on le connaît de mieux en mieux, c'est qu'il s'ajoute à notre répertoire. On sait, je connais cette chose-là, je sais comment je la sens et comment je suis mentalement aussi quand je suis là-dedans. Et à la fois, elle est plus accessible. Ça demande de moins en moins d'efforts de la cultiver, de la générer.
Et il y a des évolutions intéressantes. Sharon Salzberg, qui a écrit un livre sur la bienveillance, décrivait qu'elle avait fait une retraite entière à ne faire que de la bienveillance pour elle-même. Ça se fait la première semaine, c'est que pour soi-même, la deuxième semaine, c'est pour une autre personne, etc. Et je crois qu'elle n'avait pas eu l'impression qu'il s'était passé grand-chose pendant cette retraite. Elle était rentrée chez elle, elle avait fait tomber une tasse ou une théière par terre, et puis elle s'était entendue dire « Qu'est-ce que t'es maladroite, mais je t'aime quand même. » Et elle s'était dit « Ah, d'habitude je me dis pas du tout ça. » Donc il s'est passé quelque chose quand même pendant cette semaine de bienveillance. Et moi j'ai eu la même découverte avec une personne qui était une personne difficile, qu'au début une personne proche et difficile. Au début je n'invitais même pas dans mes méditations, même comme personne difficile. Et puis à un moment je l'ai invité comme personne difficile, et puis c'était un peu... Ça manquait de conviction, mais je l'ai fait. Et quelques temps plus tard, et ça s'est passé sur plusieurs mois, spontanément, je l'ai déplacé dans la personne neutre. Ce qui n'était pas complètement vrai, mais je le sentais comme ça. C'était une personne, finalement, elle ne méritait plus la case de personne difficile. Et je lui ai adressé la bienveillance avec un peu plus de facilité. Et peu de temps plus tard, tout à coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de la mettre à la place de la personne proche à qui il est facile de souhaiter du bien. Et c'était facile de lui souhaiter du bien. Et c'est comme si petit à petit, je sais pas si je l'avais pardonné ou si j'avais... en tout cas, il y avait un processus complètement intérieur, donc je suis pas allé lui apporter, lui offrir une boîte de chocolat ou lui dire maintenant, je suis capable de te souhaiter du bien. C'était complètement intérieur. Mais ce qui est drôle, c'est que ce cheminement complètement intérieur a quand même changé la relation que j'ai eue par la suite avec cette personne. Et je trouve que c'est tellement sécurisant de se dire qu'on peut espérer faire évoluer une relation dans la sécurité de sa pratique méditative. Et puis quand on est prêt, quelque chose changera. Et on en reparlera, il y aura une soirée consacrée au pardon, où c'est un peu plus au cœur de cette question-là. Mais même quand on le fait sans forcément y croire, il y a bien des chances ou des risques que ça nous fasse quelque chose profondément à l'intérieur, dans les sous-couches de notre vie émotionnelle. Quand on veut pratiquer la bienveillance comme méditation formelle, on situe la bienveillance dans ces méditations de calme, de tranquillité, de stabilité. Donc on a un objet. C'est pas comme l'attention ouverte où on observe ce qui vient. On a vraiment un objet et on façonne cet objet et on reste avec lui. L'objet est double, et c'est marrant parce qu'il n'était pas double à l'époque bouddhiste. C'est à la fois une intention et parfois accompagné d'une émotion, parfois pas. Donc par moment, vous serez en train de souhaiter du bien et il y aura une émotion. Par moment, vous serez en train de souhaiter du bien et il y aura juste l'intention sans émotion. Et c'est ok aussi parce que ce qu'on vit, c'est cette direction, c'est cette intention-là. Et les émotions vont aller et venir. Mais ce que je trouve rigolo, et j'ai toujours trouvé ça intéressant par rapport au genre de civilisation qu'on est, c'est que dans le vocabulaire utilisé dans les textes bouddhistes de l'époque, cœur et esprit, c'est le même mot. Donc il n'y a pas cette idée, il y a mon esprit et il y a mes émotions. Il parle de chitta, et chitta, c'est le cœur et l'esprit. C'est le cœur-esprit, c'est la même chose. Et nous, on a cette distinction depuis longtemps, philosophiquement, et dans le langage, qui va évidemment changer aussi comment on envisage ce genre de pratique méditative, parce qu'on n'a pas la même vision du monde. Donc c'est pas distingué, et par moment il y aura, par moment il n'y aura pas. Cette dimension émotionnelle sera plus ou moins présente. Traditionnellement, c'est très simple, c'est un état qu'on cultive et qu'on fait rayonner dans toutes les directions. Donc il y a une idée de comme une flamme qui chauffe tout autour de nous dans cet état de bienveillance. Ça veut dire que
les phrases qu'on utilise, c'est un accessoire. On pourrait imaginer que cet état est présent sans aucune phrase. Ne pas avoir besoin de phrases, mais juste générer une bienveillance pour tout ce qui vit autour de nous, sans avoir besoin de dire quelque chose intérieurement. Toujours, si on veut fouiner dans les vieux textes, l'idée d'utiliser des phrases est postérieure au texte, au discours philosophique bouddhiste. C'est des commentaires qui sont venus par la suite. Donc, c'est pour expliquer comment pratiquer qu'on a donné cette idée. Vous pouvez utiliser les phrases, mais ça n'a jamais été quelque chose d'indispensable. Ce qu'on vise, c'est l'intention. La phrase est juste un accessoire pour aller dans cette direction. La même chose pour cette progression, on commence par soi, une personne facile, et puis à la fin on finit par une personne difficile, et par toutes les personnes autour de nous. C'est aussi quelque chose qui est pas central finalement. C'est une façon de cultiver une bienveillance qui soit pas avec attachement, de le faire y compris avec une personne difficile, et ensuite pour tout le monde, mais c'est pas indispensable. Le cœur de cette pratique méditative, c'est vraiment un état qu'on cultive et qu'on fait rayonner. Il y a aussi un petit changement que je critique en fait, qui a été introduit quand on a importé cette pratique méditative dans le monde clinique, et même avant, je crois, dans le monde occidental en fait. Normalement, on part de soi, après c'est quelqu'un de proche, après c'est un bienfaiteur, quelqu'un qui nous a fait beaucoup de bien. Après c'est quelqu'un de proche, après c'est quelqu'un de neutre, après c'est quelqu'un de difficile, etc. Mais on partait de soi. Et quand ils ont apporté ces pratiques dans le monde occidental, ils ont dit non, ça va pas marcher. Ici, les gens se détestent. Donc, on va plutôt commencer par la personne proche, puis après, petit à petit, on amènera les gens à se souhaiter du bien à eux-mêmes, mais ils vont pas être capables de le faire tout de suite. Et je pense que c'est une erreur parce qu'il y a une logique géographique à commencer par soi-même. En fait. On allume la flamme pour soi, puis après on l'offre et on la fait rayonner. Et c'est aussi cette même logique qu'il y a dans les avions. Vous savez, on dit toujours d'abord vous mettez le masque à oxygène sur vous, puis après vous prenez soin des autres. Je préfère cette logique traditionnelle de commencer par soi-même. Un problème, il y a deux problèmes qui peuvent se présenter. Le premier, c'est parfois on est distrait, comme dans toutes les autres méditations, et on revient à l'objet de méditation, donc à la phrase, simplement. On la prononce de nouveau. Une autre chose qui peut se produire, c'est que paradoxalement, cette bienveillance attire son contraire. Ça arrive de temps en temps. On a une espèce de bouffée de malveillance. Au moment précis où on aimerait cultiver le contraire, on le note. C'est pas grave. C'est prévu que ça puisse arriver. Surtout, évidemment, si on pense à une personne difficile. La bonne utilisation de la phrase, c'est celle qui est au service de l'intention. Donc si on parle trop vite et si on répète de façon trop robotique, on va perdre l'intention. Et si on laisse trop d'espace, il y a un risque qu'on perde notre attention complètement, puis qu'on voyage trop. Donc il faut trouver un rythme qui relance, alimente cette intention. Ça peut être très espacé, juste une phrase de temps en temps pour vous rappeler ce vers quoi vous êtes en train de tendre, ou ça peut être très régulier. Alors, on va expérimenter, et peut-être avant d'expérimenter, si ça fait un moment que vous êtes assis, il ne faut pas commencer la bienveillance en ayant mal partout. Donc peut-être juste en prenant le temps de faire un étirement, si vous en avez besoin, ou juste de vous dégourdir les jambes.